Bonjour à tous et à toutes. Merci d'ores et déjà aux organisatrices et aux organisateurs pour cette formidable rencontre. En guise d'introduction aux propos de mon collègue Jean-Claude Kupperman, qui est en tant que directrice générale de l'Alliance israélite universelle, je souhaite utiliser une analogie reprise par Patrick Cabanel, historien, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, dans un article qu'il a intitulé « Langue et diaspora, 3 exemples d'expansion paradoxale » du français paru en 2003 aux presses universitaires du Midi. Voici l'analogie. La semeuse, chère aux monnaies et aux timbres, ou encore au dictionnaire Larousse. On reconnaît en elle une version de la Marianne républicaine et laïque, mais aussi une figure possible de la diaspora. Dispersion certes, mais aussi dissémination et ensemencement des hommes, des mots, des idées. Rien de plus diasporique à cet égard qu'une langue, dès lors qu'elle est placée dans certaines conditions géopolitiques ou économiques, dès lors aussi qu'elle est emportée, diffusée, appropriée par des diasporas. Fugitifs ou bannis, fichés dans leur douloureuse et rugueuse fidélité, juifs sortant d'anciennes dominations et frappant à la porte de la langue comme à celle d'une patrie nouvelle et terre promise. Il y a en effet dans la dissémination du français par l'Alliance israélite universelle dès sa fondation un désir puissant d'éduquer les populations en diaspora et dans le cas précis de l'Alliance israélite universelle dans les pays séfarades autour du bassin méditerranéen. L'ensemencement qu'évoque Cabanel, c'est cette conviction que l'on peut faire germer chez de jeunes élèves, de jeunes apprenants, des vocations, des désirs intellectuels et des idées. Fondée en 1860 par des Israélites français, l'Alliance est née du désir de ces hommes de donner un pouvoir politique d'abord. On se souvient d'un événement déclencheur, celui de l'affaire Mortara, qui verra Crémieux se mobiliser pour la cause de cette famille juive dont le fils lui sera pris de force par l'Église catholique, dans l'objectif de pouvoir défendre leurs intérêts, mais aussi et surtout de faire germer chez tous les élèves, dans toutes les écoles qui seront créées, cette émancipation intellectuelle issue du courant des Lumières et de la Révolution française. En effet, l'Alliance ne se contentera pas d'une appropriation du français par les communautés auxquelles elle s'adresse. Il s'agit bien d'une transmission. Qu'ils, disait Narcisse Leven, les Israélites travaillent, qu'ils engagent une lutte opiniâtre contre l'ignorance et qu'ils s'instruisent. Il faut leur donner des maîtres, des écoles et des livres. Le français deviendra donc synonyme d'émancipation et de régénération. Notons, comme le signale Valérie Spaet, qu'il n'est jamais directement question dans les objectifs de l'Alliance de diffusion ou de promotion du français, mais du français comme véhicule, comme langue des droits de l'homme. Le français est conçu pour les populations juives opprimées comme la langue d'émancipation. Cette émancipation vise un double objectif qui est au cœur de toute l'action de l'Alliance jusqu'à aujourd'hui. Elle est d'abord interne, une émancipation interne face à l'emprise religieuse, l'ignorance et la superstition, puis externe face à la subordination et à l'oppression politique. La régénération morale passe par l'apprentissage qui s'adresse aux garçons et aux filles, et doit permettre de lutter contre le colportage et la mendicité. Le français y est donc diffusé comme une langue d'émancipation économique, susceptible de permettre le développement du commerce entre les communautés. Pour poursuivre mon propos, j'aimerais citer la déclaration du 11 novembre 1945, non pas celle qui est la plus connue de nous tous, mais celle qui, sous l'inspiration de René Cassin, va s'engager pour une nouvelle action au lendemain de la guerre. L'Alliance israélite, lors de sa création, disait Cassin, s'était déclarée universelle. Certes, son siège se trouvait en France. Ses fondateurs étaient français.
L'influence de la culture française allait prévaloir dans ces établissements scolaires et toute son œuvre bénéficiait de l'éclat d'une France aussi généreuse que forte, dont la langue était, comme elle l'est toujours, le véhicule d'une civilisation désintéressée et humaine. L'Alliance israélite n'en était pas moins universelle parce que première et longtemps seule organisation universelle du judaïsme, elle recrutait ses adhérents partout où les Israélites s'émouvaient du sort de leurs coreligionnaires malheureux, parce qu'elle étendait son action à tous les pays où l'on pouvait sentir un besoin, parce qu'enfin son idéal, hérité des prophètes d'Israël et des apôtres de 1789, débordait les frontières des nations et le cadre des États. De même que les Juifs de France ont été libérés sous la Révolution française de 1789, dit Cassin, par les effets de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'Alliance demandera que les constitutions nouvelles s'inspirent de la Charte des Nations Unies, qui proclame le respect des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. À l'occasion du centenaire de l'Alliance, en 1960, André Malraux a dit « L'action de l'Alliance n'était pas principalement d'ordre religieux. Elle avait élu pour mission de délivrer des opprimés. Et d'abord, par les connaissances qu'elle leur apportait, c'était nécessairement les occidentaliser. Car elle ne souhaitait pas former des hakims, mais des médecins. Pas des artisans, mais des ingénieurs. Et la pensée occidentale n'était pas seulement une pensée technique, mais aussi une pensée morale, une prédication. Aujourd'hui, en France, en Israël, au Maroc, bientôt peut-être ailleurs, l'Alliance réalise son ambition d'éducation en français dans toutes les contrées où les communautés reconnaissent le besoin de formation juive et citoyenne. Merci Dvorah et merci au NAC et à tous les organisateurs de cette journée sur la francophonie. De mon côté, je vais vous parler de la langue française, la langue de la liberté, et essayer de vous évoquer la place du français dans le réseau scolaire de l'Alliance israélite universelle avant la Seconde Guerre mondiale. Dans une brochure d'hommage à Eugène Manuel, poète, enseignant et cofondateur de l'Alliance israélite universelle, Eli Scheid, l'un des agents du baron Edmond Rothschild pour la colonisation de la Palestine, raconte en 1911 l'anecdote suivante. Il y a une vingtaine d'années, je me rendis à cheval de Rosh Pina à Jérusalem. Je chevauchais sous un soleil ardent depuis 5 heures lorsque je vis accourir vers moi, au triple galop de son cheval, un jeune bédouin muni de sa lance incommensurable. Malgré le soldat qui m'accompagnait, je croyais bien que ma dernière heure était arrivée. Mais mon bédouin arrêta tout net son cheval, à 2 pas de moi, et me fit en excellent français « Bonjour monsieur, vous faites un bon voyage ? Vous allez bien ?» Je tombais des nues. « Ah ça, demandai-je, comment se fait-il que je trouve un bédouin parlant si bien le français ?»« Mais, répondit-il, je suis un ancien élève de vos écoles. J'ai fréquenté celle de Jérusalem pendant plusieurs années. » Je lui serrai la main et nous nous séparâmes. Ce qui me frappa le plus dans ce petit entretien, ce fut quand il m'eut dit « nos écoles ». Ce n'est plus Eugène Manuel, ce n'est plus Narcisse Leven, ce n'est même plus l'Alliance qui ont créé ces écoles. Ce sont les Juifs. Et c'est en ma qualité de Juif que j'ai été si cordialement salué par ce jeune bédouin. Le réseau scolaire de l'Alliance israélite universelle, que j'évoquerai ici, est une construction unique et exceptionnelle. Grâce à ces écoles, l'Alliance israélite a accompagné et parfois initié des bouleversements durables dans la vie, l'éducation, la formation professionnelle, l'accès à la citoyenneté, les migrations, les métiers et les destins de ces populations israélites alors figées dans le passé. Je m'intéresserai plus particulièrement à la langue française en essayant de voir ce qu'elle représentait pour les fondateurs de l'Alliance, de quelle manière elle était enseignée à travers ses manuels et quelle place elle occupe dans l'imaginaire des populations touchées par les écoles de l'Alliance. D'abord, comment l'Alliance recrutait-elle ses enseignants ? C'est Jacques Bigard, le secrétaire général de l'Alliance, de 1892 à 1934, qui nous explique ainsi le dispositif général.
Au début de notre action scolaire, nous avions cru qu'on pourrait aisément trouver en France des professeurs israélites qui consentiraient à s'expatrier pour porter à des populations déshéritées le rayonnement de notre civilisation et de notre pensée. Nous pûmes en engager un petit nombre, mais leur ignorance de la langue et des mœurs du pays où ils furent appelés à exercer, les exigences de certains parents, l'indifférence ou l'hostilité de certains autres, les difficultés dues au climat, découragèrent les moins fortement trempés. Les congrégations religieuses catholiques ont la ressource de faire appel à l'inépuisable dévouement de leurs religieux, toujours prêts à accepter les missions les plus ingrates et les plus périlleuses. Nos instituteurs et nos institutrices se marient, fondent une famille, et de ce fait, les questions de climat, de latitude, de mœurs et les conditions économiques jouent un grand rôle. Pour triompher de l'ensemble de ces difficultés, le comité dirigeant de l'Alliance décida en 1867 de recruter son personnel dans ses propres écoles d'Orient et d'Afrique, d'y choisir les sujets les mieux doués, dont l'éducation professionnelle serait complétée à Paris, dans une école normale, appelée École normale israélite orientale, ENIO, spécialement créée pour la préparation de nos maîtres. Ce personnel enseignant, familier avec les besoins, les usages et les mœurs des pays, sympathisant avec la population, constitue l'armature solide de notre œuvre d'éducation. Nous sommes convaincus que c'est ce mode d'organisation qui a permis à l'Alliance de se retrouver à peu près entière après les terribles années de guerre. Le plus souvent, les élèves instituteurs et institutrices ne sont pas affectés dans leur pays d'origine. Et nombreux sont les témoignages sur le mal du pays qui atteint ces jeunes hommes et ces jeunes femmes. Leur passage à Paris les intègre fortement dans le moule de l'Alliance. Ils y découvrent ce que leur enseignement primaire leur avait fait connaître et ils sont séduits par les charmes de la vie culturelle parisienne. Ils se forgent une identité plus française que celle de bien des Français et ils l'emportent avec eux tout au long de leur carrière. J'attirerai l'attention maintenant sur un des fondateurs de l'Alliance, le poète éducateur Eugène Manuel et son rôle dans l'enseignement du français. Principal rédacteur de l'appel fondateur de l'Alliance en 1860, Eugène Manuel, né en 1823 et mort en 1901, était normalien, poète, homme de lettres, et il a joué un rôle prépondérant pour la place de l'enseignement du français au sein de l'Alliance. Il est né dans une famille juive, fils de médecin, petit-fils de ministre officiant, et il entre à l'école normale en 1843, en même temps que Louis Pasteur. Dès ce moment, il s'essaye à la poésie. Après la guerre de 1870, il est membre du Conseil supérieur de l'instruction publique, puis chef de cabinet de Jules Simon, le ministre de l'instruction publique. En 1873, il est nommé inspecteur d'académie à Paris, puis inspecteur général de l'instruction publique. Tout au long de cette brillante carrière, pas un instant il n'a mis son judaïsme en veilleuse. En témoigne cette lettre aux instituteurs en pleine effervescence de l'affaire Dreyfus. J'appartiens, dit Eugène Manuel, par mes origines et ma naissance, à ce culte israélite autour duquel il se fait aujourd'hui tant de bruit. Je descends de ces malheureux qu'on dépouillait, qu'on pourchassait, qu'on brûlait vifs au Moyen-Âge, en France et hors de France, et qui de nos jours encore, dans plus d'un pays, un siècle après la proclamation de l'égalité de tous les hommes devant la loi, sont restés l'objet de mesures iniques ou d'une inqualifiable réprobation. Les Israélites français, depuis qu'ils jouissent de l'égalité absolue devant la loi, ont poussé un grand soupir de délivrance. Comme on ne les a plus contraints à s'occuper uniquement de négoces et de banques, de commerce aléatoire et de colportage, ils se sont redressés tout à coup et tournés avec toute la fougue de la liberté nouvelle vers les professions libérales. C'est là le signe même et le plus manifeste de leur émancipation. Ces quelques lignes tracent un programme qui est celui même que l'Alliance va s'efforcer d'appliquer aux populations juives méditerranéennes. Avec un tel spécialiste de l'enseignement du français, la jeune Alliance était bien armée pour entreprendre sa mission civilisatrice. L'enseignement du français, comment est-il vu dans ce petit bréviaire des instituteurs qui s'appelle « Les instructions aux professeurs » qui date de 1903. Donc ce manuel qui fera autorité pendant la plus grande période d'activité de l'Alliance, il revient à plusieurs reprises sur l'attachement à la langue française. Je cite : « Correspondance avec le comité central.
Le professeur veillera au style de ses lettres et s'efforcera de leur donner le ton de politesse, d'urbanité et de bonne éducation qui doit régner dans toute correspondance administrative. Il cherchera à manier correctement la langue française et il y arrivera surtout en lisant avec soin et en relisant souvent un petit nombre d'auteurs qui comptent parmi les grands écrivains. Études personnelles. Le comité central engage tous les professeurs, directeurs et adjoints à continuer à s'instruire au moyen des ouvrages mis à leur disposition. Dans certaines régions, cette nécessité s'impose à eux, tout particulièrement sous peine d'oublier ce qu'ils ont appris. Beaucoup d'entre eux commencent de bonne heure à oublier la langue française, emploient les mots à contresens, se servent de tournures vicieuses. Ils ne peuvent conserver les bonnes traditions de la langue qu'en lisant beaucoup et de bons auteurs. Ce texte rappelle opportunément l'une des caractéristiques de l'enseignement de l'Alliance. Il est le plus souvent donné par des non-francophones dont le français n'est nullement la langue maternelle. Concernant les autres langues vivantes, les instructions précisent qu'il doit s'agir d'une langue utile dans le pays, soit le turc, le bulgare, le grec, l'arabe, l'espagnol, l'anglais ou l'allemand. Il est particulièrement recommandé aux instituteurs et aux directeurs d'attacher la plus grande importance à l'enseignement de la langue du pays. Si cet enseignement est négligé, l'école ne peut donner les résultats que les parents en attendent. Les langues sont un instrument, non un but, une forme de la pensée et de la connaissance, et non la pensée et la connaissance même. L'enseignement de la langue française a donc uniquement pour but de mettre l'enfant en possession d'une langue au moyen de laquelle il pourra être instruit, éclairé et continuer à son tour son éducation intellectuelle lorsqu'il aura quitté l'école. Cet enseignement sera donc surtout pratique. Il visera avant tout à obtenir ce résultat, que l'enfant comprenne facilement la langue française, parlée ou écrite, et lise aisément les auteurs français. La volonté de mettre l'enseignement du français en avant n'est pas due à un chauvinisme déplacé. Isidore Leub, un autre grand secrétaire général de l'Alliance, de 1869 à 1892, indique en 1882 que l'enseignement doit être fait dans une langue occidentale, de préférence le français, ou en cas de nécessité absolue, l'anglais, car le but des écoles est d'établir un lien intellectuel entre l'Orient et l'Occident. L'instruction qu'on peut donner dans nos écoles est peu de choses. C'est l'éducation de l'esprit et du cœur qui est tout. Ce but que nous poursuivons, il est absolument impossible de l'atteindre autrement que par l'enseignement dans une langue occidentale. De telle sorte que l'enfant soit enveloppé entièrement par les procédés de notre pays, que cette langue lui devienne familière et surtout que nous puissions mettre entre ses mains nos livres d'instruction et de lecture, seuls instruments de communication par lui avec notre civilisation. Mais on s'aperçoit que la grande absente dans tout ce débat, on a parlé de la langue française, des autres langues étrangères, c'est en fait la langue maternelle de l'élève, celle qu'il parle dans sa famille. Et en effet, au Maroc espagnol, à Salonique, à Andrinople, à Istanbul, à Smyrne, la langue des familles est souvent le judéo-espagnol. Ailleurs, c'est un judéo-arabe ou un arabe peu littéral qui est la langue de communication habituelle. Ce sont ces langues véhicules pour les maîtres de l'Alliance de tous les vices de l'Orient, avec ses fantasmes et ses superstitions, qu'il convient d'éradiquer. Les écoles de l'Alliance accompagneront alors un mouvement de désaffection pour ces langues originales, mais peu utiles au-delà des cercles familial et amical. Les migrations, la Shoah, la poursuite de la domination française, puis les indépendances ont eu définitivement raison de ces langues, aujourd'hui presque disparues. Pourtant, paradoxalement, parmi les chantres du renouveau de la culture séfarade et donc de la langue judéo-espagnole dans les années 30, avec Abraham Navon, Joseph Nehama et d'autres, on trouve principalement des instituteurs et des directeurs de l'Alliance. L'autre langue essentielle, qui sera toujours enseignée à l'AIU, c'est bien entendu l'hébreu. Toutefois, son statut est particulier. L'hébreu est la langue sacrée de l'étude et de la prière. Elle est le plus souvent enseignée par des maîtres locaux qui n'ont pas suivi les cours de l'ENIO. C'est souvent une concession faite aux autorités rabbiniques qui voyaient d'un mauvais œil l'implication d'une école moderne dans leur communauté.
On constate souvent que les enseignements de l'hébreu sont peu appréciés des élèves, qui n'y retrouvent pas les qualités pédagogiques auxquelles ils sont habitués pour les autres matières professées par des instituteurs formés aux méthodes occidentales. Pour y remédier, l'AIU créera à Casablanca une école normale hébraïque dans les années 1950. Quels sont les manuels qu'utilisent les enseignants pour la langue française? J'ai retrouvé dans la bibliothèque de l'Alliance des exemplaires des manuels de Moïse Fresco, publiés à Istanbul dans les années 1890. Ces manuels sont destinés aux écoles d'Orient et d'Afrique du Nord et s'adaptent parfaitement au pays où on en parle une autre langue que le français, ce qu'on appellerait aujourd'hui français comme langue étrangère. Dans tous les exercices, les considérations morales sont mises en avant sous prétexte d'entraînement au maniement de la langue. Un exemple, exercice sur les verbes attacher, boutonner, brosser, frotter, laver, cirer, verser, renverser. Remplacez les points par un de ces 8 verbes. Une bonne petite fille qui veut diminuer les fatigues de sa maman se charge de attacher, non, frotter, laver peut-être, les habits de toute la famille et de, 3 petits points, boutonner ses petits frères et petites sœurs. Le petit Henri est bien méchant. Son papa l'a attaché au pied du lit. Parmi les auteurs cités dans les morceaux de lecture, on retrouve ceux qui sont certainement les grands auteurs visés dans les instructions précédemment citées. Eugène Manuel lui-même, Fénelon, Victor Hugo, Lamartine, Boileau, mais aussi Labiche, Alfred de Musset, Bossuet, Alexandre Dumas, Buffon, Voltaire. Moïse Fresco recommande la méthode directe, intuitive et non pas la traduction. Il s'agit de mettre les élèves en rapport avec les choses autant qu'avec les mots qui les expriment, de manière à procéder constamment du concret à l'abstrait. Il faut enseigner les mots en montrant les choses, tout en formulant des phrases complètes sous forme de questions du maître et de réponses de l'élève. Par exemple, où est le banc? La chaise ou la table ou la porte. Voici le banc. Dans cette leçon, il ne faut pas utiliser la langue maternelle. Toutefois, un principe pédagogique n'étant pas une règle mathématique, il est permis de donner une courte explication aux élèves dans leur langue. Le maître veillera à obtenir une bonne prononciation en prononçant lui-même chaque mot lentement et en séparant les syllabes. Il corrigera sans se lasser les défauts de prononciation afin de ne pas laisser prendre de mauvaises habitudes qu'il sera plus difficile de combattre plus tard. On le voit, l'Alliance a été un propagateur du français en Orient. Pour avoir une idée de la manière dont l'Alliance israélite universelle était perçue par ses concurrents de l'enseignement catholique, reportons-nous à l'instruction donnée par Anatole Leroy-Beaulieu dans une brochure consacrée au sionisme par Angèle Marvaux en 1911. Leroy-Beaulieu écrit « Après les écoles des congréganistes, celles qui ont, en Orient, rendu le plus de service à notre langue sont, sans conteste, celles de l'Alliance israélite universelle. Souvent, leurs maîtres sont en excellent rapport avec les pères et les frères de nos établissements congréganistes, sentant sans doute les uns et les autres que, en des milieux divers, ils travaillent à l'expansion de la langue et de l'influence française. Il n'est pas de moyen plus pénétrant pour faire prévaloir l'influence d'un pays d'une manière durable que la propagation de sa langue, surtout quand cette action se combine avec l'action politique. Apprendre une langue, c'est s'approprier l'esprit et le génie d'un peuple. C'est se pénétrer de sa façon de penser, de sentir. On le voit, les écoles de l'Alliance sont comptées parmi les plus hauts lieux de la défense de l'influence française. Pour conclure, il importe de se souvenir que, dans sa volonté de se mettre au service de l'instruction et de l'éducation des jeunes juifs en Orient, l'Alliance aura toujours misé prioritairement sur l'intérêt des populations dont elle avait la charge, prête pour des raisons pragmatiques à abandonner l'enseignement du français au profit d'autres langues. Il n'en reste pas moins que la pensée révolutionnaire française est consubstantielle à l'action de l'Alliance israélite et que cette dernière n'aurait sans doute pas pu connaître un tel succès sans un lien aussi profond avec la langue française et la culture par elle véhiculée. Je vous remercie de votre attention.